Aussi, ça m'a réconciliée avec le premier accouchement de Paul, de me dire, Solal, je l'ai moins accueilli peut-être, mais c'est pas grave en fait. Mais du coup, l'émotion que j'avais pour Paul était différente et c'est cool parce que je tire des choses positives des 2 accouchements, mais pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est pour ça que je dirais que malgré tout, finalement, c'était bien que ça soit comme ça la première fois et autrement la deuxième. Et voilà, la boucle est bouclée. Je crois que maintenant, je me suis vraiment réconciliée avec ça. Alors qu'avant d'avoir Solal, c'était compliqué des fois de me dire « Ah mince alors, vraiment ça me chiffonne ». Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer en créole mauricien et t'envoler en parole en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Joanne. Bonjour Kérianne. Bienvenue sur Casse & Pause. 2e saison, nouvelles invités. Ravie de t'avoir aujourd'hui. On est dans un autre lieu, comme à chaque fois que j'enregistre un podcast. Aujourd'hui, on va venir parler de pas mal de choses, d'accouchement notamment, de ta relation avec tes 2 enfants. Avant toute chose, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Joanne, j'ai donc, comme je te disais, calculé avant, j'ai 36 ans, 2 enfants, Paul qui va bientôt avoir 8 ans et Solal qui s'approche des 2 ans et demi. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Je me sens bien, en forme, un peu fatiguée comme tout le monde, donc, mais ça va. Je suis contente d'être là, donc c'était un peu ma première motivation du week-end. Se lever le samedi pour aller enregistrer un podcast. Pour un peu avoir un temps pour moi. Trop bien, je suis trop contente. Et te rencontrer. Merci, c'est chouette aussi. Alors aujourd'hui, tu es venue parler de tes 2 accouchements, comme je disais plus tôt, donc 2 accouchements totalement différents pour Paul et Solal. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire de ta première et ta 2e grossesse ? Comment ça s'est passé donc en 2017 pour Paul, et on parlera de Solal en 2022-2023. Oui. Alors, 2017, Paul, c'était un projet de longue date dans le sens où moi, j'étais prête à avoir un enfant depuis un moment. Mon mari, Tom, moins. Il avait envie de prendre plus son temps. Et puis, en fait, au moment où il a été OK, c'est arrivé très vite. Et c'était une grossesse qui était hyper sereine. Je me sentais en forme. J'ai eu des désagréments classiques, nausées, premier trimestre. Mais à part ça, ça roulait. J'ai pas eu de soupçon d'inquiétude. Voilà, j'étais très contente de me dire que j'avais quelques mois pour me préparer, pour apprécier d'être enceinte, chose que j'ai moi appréciée, et me dire que le jour où il arriverait, ça serait aussi très excitant de le rencontrer, de commencer une vie de famille, de devenir vraiment parent. Ouais. Donc plutôt une grossesse sereine. Ok. Par la suite, toi, tu avais fait la démarche d'être dans une maison de naissance à ce moment-là, en 2017. Comment ça s'est passé ? Alors en 2017, j'avais envie d'un accouchement sans péridurale, mais avec un peu l'illusion de débutant de me dire parce que j'en ai envie, je le ferai. Je me suis inscrite au CHP de Saint-Grégoire parce que mon mari, lui, ça le rassurait qu'on soit au plus près du domicile parce qu'il s'imaginait que j'allais faire partie du faible pourcentage de femmes qui allaient accoucher de manière rapide ou au cas où, en tout cas comme il est plutôt anxieux, il s'était dit ouais, ça me va bien. Bon, je m'étais informée, il y avait une salle nature, je me suis dit ok, c'est le bon compromis, on fait comme ça, sachant que parenthèse, on est tout juste d'ouvrir en début 2017, les premiers accouchements c'était printemps 2017 et que bon, c'était pour début novembre, il est né fin octobre mais c'était début novembre le terme, donc on part là-dessus. Je commence un suivi de grossesse là-bas et les prépas à l'accouchement avec une sophrologue, enfin une sage-femme formée en sophrologie. Je lui exprime mon projet, en tout cas ce que je veux pour mon accouchement, ce que j'espère en tout cas. Et elle me dit, il n'y a pas de souci, si c'est ce que tu veux, ça marche. Sauf qu'en fait, les autres femmes qui étaient accompagnées, elles n'avaient pas du tout ces projets-là. Il n'y a pas du tout eu de choses axées sur
l'accueil de la douleur, les différentes étapes que tu ressens vraiment lorsque tu n'es pas sous antalgique. Donc, je pense que tout ça, ça m'a bien dépassé le jour J. Et puis, on ne sait jamais comment ça se déroule. Et il se trouve que pour Paul, j'ai eu les contractions dans les reins. Bon, ça, mais je l'ai compris quelques années plus tard, parce que vraiment, au début, c'était pas comme ça que j'analysais les choses. Je découvrais tout, en fait, de la naissance. Donc, je me dis, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Ces sensations-là sont tout à fait logiques. Ce qui est le cas, mais disons qu'il avait la position, comme on dit, il regardait le ciel, là. Il avait son dos contre le mien, donc au niveau de mes départs, on va dire, pour que la dilatation se passe bien et que pour que les étapes avancent bien. Et on va dire que je me suis épuisée toute une journée pour qu'au final, on me dise, non, ça n'a pas trop dilaté, retournez chez vous. Ok, bon. Et en fait, je suis revenue vers minuit et là, on m'a dit, vous êtes à 3 cm et je n'arrivais plus à marcher. J'étais épuisée, j'avais très très mal aux jambes, j'avais du mal à sentir ma circulation sanguine. Et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais, c'est insurmontable, quoi. Je vais pas y arriver. J'ai eu peur que mon bébé il se fatigue, surtout qu'on me disait que si j'étais sur le côté gauche ou droit, je sais plus c'était lequel, il y avait un ralentissement de son rythme cardiaque, donc ça m'a un peu stressée. Je me suis dit là, avant toute chose, ce qui compte, c'est que lui, il naisse en bonne santé et que moi, je m'en sorte bien aussi. Donc, on va plutôt axer péridurale et on verra pour la suite. Donc, j'ai opté pour la péridurale et on va dire que j'ai bien senti que même si on avait rédigé un projet de naissance, j'ai bien senti que les sages-femmes, elles n'étaient pas du tout là pour m'encourager dans mon projet jusqu'au bout en me disant que j'en étais capable ou quoi que ce soit. Et je leur reproche rien, c'est pas leur rôle en fait. Je reste décisionnaire de ce que je veux faire, mais il y avait très peu d'accouchements ce soir-là et j'ai eu l'impression que ça rendait la tâche plus facile qu'il y ait une des personnes qui soit déjà sur un truc qui se passe plutôt bien, parce que je crois qu'à côté c'était pas terrible, dans le sens où il y avait des complications. Et en fait j'ai réussi à avoir un accouchement par voie basse, mais j'étais pas mal endormie au niveau du bas du corps et notamment sur un côté, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression qu'on me disait quoi faire, quoi. Okay. Quand pousser, et je poussais mais sans sentir les sensations, sans avoir les sensations, donc je me rendais pas compte de la force que j'y mettais. Donc c'est des choses un peu que j'ai trouvé regrettables par la suite, hein. Je saurais pas dire pourquoi, mais c'est comme c'était pas mon souhait initial. J'ai eu un peu de mal à vivre. Quand je repensais à mon accouchement après, je m'en voulais presque un peu, alors qu'il n'y avait pas du tout de désir de performance, mais c'était de se dire, j'avais un souhait, j'ai pas réussi à l'atteindre, alors que j'en étais peut-être capable, parce que peut-être aussi j'ai pas été entourée comme il aurait fallu. Oui. Et puis aussi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que je me rendais bien compte au moment de l'accouchement que j'étais dans un établissement qui avait peut-être... malgré tout, un fonctionnement entrepreneurial, si je puis dire, dans le sens où on m'a fait des actes qui n'étaient pas du tout utiles. Ok. En anticipation d'une possible épisiotomie, on m'a fait une épilation intégrale du maillot. Ah oui. J'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, peut-être c'est pareil. Je débutais dans le monde de l'accouchement, puisque c'était mon premier enfant. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est comme ça pour tout le monde. Au cas où, ils prévoient tout, comme ça, si jamais il y a une urgence. Sauf que derrière, quand on a des suites de couches, on a peut-être assez de choses à gérer que de se dire, ça va être très désagréable. Donc voilà, j'ai trouvé qu'après coup, c'était pas du tout un endroit qui me ressemblait. Même au niveau de l'encadrement après en salle, dans ma chambre et tout, il y a des choses qui m'ont pas convenu sur la façon d'être. Pas l'impression qu'il y avait de la bienveillance. Je pouvais pas trop demander d'aide pour l'allaitement, parce que j'avais un guide qui me montrait les différentes positions et que ça devait me suffire à 4h du matin, une nuit de Java. Ouais. Voilà. Ça ne suffit à personne. Ça a été je l'ai un peu mal vécu. Alors, j'ai pas du tout eu de dépression ou quoi, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a pas comment dire, je me suis pas sentie boostée comme pour la deuxième naissance dont je parlerai après, où on m'avait dit c'est bien ce que tu fais. c'est con, mais on me l'a un peu fait à l'accouchement avec certaines sages-femmes, mais du coup c'est pareil sur l'allaitement, j'avais l'impression d'être à côté. Sur les premiers soins aussi, on va pas le laisser pleurer ce bébé, alors que j'étais juste incapable de le soulever parce que j'avais pas dormi pendant 2 nuits et que j'avais peur de le faire tomber, donc j'avais pas pris avec moi. Enfin bon, des petites choses comme ça où je me dis super grossesse, mais l'accouchement c'était moyen pour toi, hein, ouais, c'est ça.
Surtout que maintenant j'ai de quoi comparer. En plus, c'est con, mais ça me permet de me dire, ouais, vraiment. J'ai pas de regrets, Paul. Je l'ai accueilli du coup dans l'émotion parce que comme j'étais soulagée par les sensations, j'ai pu vraiment le voir arriver et être très, très émue. Surtout que c'était la première rencontre avec un bébé, donc hyper chouette. Après, il y a aussi le fait qu'il il a été désobstrué des bronches, chose qu'on ne voulait pas, mais parce qu'il est né, il n'a pas pleuré, bon ça à la limite, mais il n'a pas une couleur très rassurante, on va dire. Et puis, il commençait à avoir ingurgité du liquide. Il était temps qu'il sorte, quoi. Donc, tout ça aussi, ça fait que émotionnellement, derrière, j'ai senti que c'était un bébé qui avait besoin de beaucoup de réassurance. Donc, je pense aussi que ça a joué sur les quantités de tétés, tout ce qui a été on peut appeler maintenant des tétés de confort. Donc, c'est vrai que je me suis vraiment épuisée sur les premières journées de postpartum et je me suis pas sentie très encadrée, très écoutée, très aidée. Mais et puis avec un papa qui débutait lui aussi. Donc on était 2 débutants en la matière. C'est pas facile quand on devient parent la première fois, parce que même si tu as lu tous les livres possibles et imaginables, et on t'a eu les conseils des pros, des parents, des grands-parents, ça n'empêche que c'est un moment assez particulier et tu sais pas trop vers où te tourner, parce que finalement tu dois te tourner vers l'autre et l'autre sait pas forcément, toi-même tu sais pas forcément tout, et comme tu disais, la fatigue elle a pris le dessus aussi, donc c'est pas simple quand même comme début. Ouais, c'est ça en fait, je trouve ça difficile parce qu'en plus tu sais jamais quel individu tu vas rencontrer, ton bébé il arrive et il a déjà un caractère, il a son histoire de naissance, son histoire de grossesse, t'as la tienne. Donc tu veux faire le mieux possible parce que tu te rends vite compte que à peine il est dans tes bras, ok, je découvre ce que c'est que l'amour inconditionnel, je veux que tout soit nickel pour lui tout le temps. Et tu te dois d'être irréprochable, c'est ce que tu te dirais toi-même. Et ouais, je trouve ça hyper... c'est costaud en fait comme responsabilité quand derrière il n'y a pas des professionnels qui sont là pour te dire tout va bien, c'est normal, on va vous remontrer s'il faut... Voilà. C'était pas une histoire de changement de couche spécialement, mais c'était des petits gestes, t'as peur de mal faire, t'as peur de lui faire mal. Ou quand tu fais un truc qui est pas tout à fait bien, t'as envie qu'on t'accueille ça correctement, pas en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» T'as l'impression que tout de suite quelqu'un va venir t'enlever ton enfant parce que t'es pas apte, quoi. Franchement, c'était traumatisant avec le choc de la chute d'hormones et tout. C'était... compliqué de se dire c'est très grave ce que j'ai fait ou c'est juste que la personne qui est là face à moi elle sait pas du tout gérer la situation correctement. Là j'ai la maturité parce que j'ai un deuxième enfant et que j'ai quelques années de plus pour me dire en fait c'est un défaut de psychologie clairement, mais c'est vrai que je pense souvent à des mamans qui peuvent se retrouver dans cette situation, des jeunes parents, et voilà, moi je dirais que là c'était bof. J'étais contente de rentrer chez moi au bout de 4-5 jours. Ça a duré longtemps, 4-5 jours. Ouais, parce qu'il y a le fameux truc où ils te disent il faut qu'il récupère son poids de naissance. Oui, tout à fait. On sait bien qu'un bébé, il est né gonflé d'eau, donc forcément, c'est compliqué qu'ils prennent. Bon, c'est un truc... donc, ils ont été un petit peu titilleux là-dessus, même si on essaie de leur faire comprendre qu'il était temps de partir pour nous. Et puis, c'est un truc tout bête aussi, je me suis rendu compte après, j'ai pas osé sortir de ma chambre pendant 4-5 jours. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'ai eu l'impression que je me devais d'être comme si j'étais hospitalisée en fait pour une quelconque opération. Je suis restée vraiment dans la chambre avec Paul, du coup mon premier enfant, tout le séjour. Et en sortant, je dis à Tom, je dis mais pourquoi j'ai même pas été marcher dans le couloir en fait ou prendre l'air, c'est trop bizarre. Et je crois que c'est ça aussi qui me donnait cette impression d'être oppressée. J'avais besoin de sortir, en fait. Donc voilà, donc contente de rentrer à la maison après ce premier séjour en maternité. Ouais. Et à la suite de ça, tu dirais que toi, ton postpartum, il a été un peu plus doux, parce que comme le début a été quand même assez secouant, on va dire, chamboulant, est-ce que là, du coup, la suite de ton postpartum immédiat, les 3 premiers mois, ça l'a fait pour toi? Est-ce que ça a été un peu plus doux avec Paul, pour l'allaitement, pour tout le reste? Alors oui, alors comme tout le monde, comme beaucoup de femmes, il a fallu que l'allaitement se mette en place, mais honnêtement, je trouvais que ça s'est quand même pas trop mal passé. En tout cas, j'ai toléré les sensations du début, et puis j'ai pas eu d'engorgement, de gros sautilles de mastite, etc. Et j'étais hyper épanouie en tant que maman. J'ai adoré, en fait, avoir mon bébé, m'en occuper, être à la maison. Voilà, après, ce qui était dur, c'était que mon conjoint, à ce moment-là, il n'avait pas un boulot vraiment stable. Donc, il faisait des remplacements. Et il avait
il avait, il s'était engagé à faire un remplacement sans savoir à quelle date naîtrait notre enfant. Okay. Et en fait, à peine rentré à la maternité, au bout de 2 jours, il commençait un boulot. Donc, j'ai pas eu du tout d'aide. Donc, je me suis retrouvée vite seule à la maison. C'était dur, pas psychologiquement, mais je me sentais bien dans ma tête parce que j'étais à fond dans la maternité, mais c'était j'étais fatiguée parce qu'il y avait l'allaitement jour et nuit, et Paul était un bébé qui était très demandeur. Il t'était toutes les heures, peut-être même plus, je sais plus trop, mais je sais que c'était que ça, quoi. Enfin, il avait besoin d'être très très rassuré, d'être porté. Il ne dormait que par tranche de 20 minutes dans la même pièce que nous. Ok. Il faisait des spasmes du sanglot. C'est un bébé qui avait beaucoup d'angoisse. Ce qui se vérifie sur le petit garçon qu'il est maintenant. D'ailleurs, on prend beaucoup de choses. Hein. Déjà, à la naissance, on a trouvé qu'il était hyper éveillé, qu'il nous regardait très profond dans les yeux, qu'il avait vraiment ce besoin de s'accrocher à nous. Et aujourd'hui, ça se vérifie sur qui il est. Donc, un bébé très en demande, mais j'étais... Quand même, j'ai des super souvenirs parce que j'étais trop heureuse d'être enfin maman, d'avoir mon petit garçon, de me promener avec lui, de le porter, de l'avoir en portage. Voilà, donc bon souvenir malgré la fatigue et tout ce qui va avec. Là-dessus, je n'ai pas d'impression de surmenage à ce moment-là. Ok, ça c'est intéressant aussi de se dire ça. Ouais. Finalement, j'étais très contente de rentrer chez moi. T'as repris le boulot assez vite du coup ? Alors à ce moment-là, moi j'étais en freelance, donc... j'ai pas repris tout de suite, mais au bout de il devait avoir 2 mois et demi quand même, 3 mois, où il a commencé à aller 2 jours par semaine dans une crèche. On était un peu à l'arrache sur l'inscription à la crèche. On découvrait tout, et quand j'étais en fin de grossesse, on s'est dit faut peut-être qu'on cherche un mode de garde, parce qu'il va falloir que je rebosse plus intensément après. Parce que j'ai bossé jusqu'à la fin de ma grossesse, comme j'étais en freelance. Je faisais quelques trucs en plus à l'extérieur, mais c'était très ponctuel. Et en fait... il a commencé à faire 2 jours de crèche par semaine à 2 mois et demi. Ça m'allait, en fait. J'ai pas trop mal vécu à la séparation. Ça me permettait, moi, de reprendre à bosser. Et en même temps, je l'avais pas mal avec moi dans la semaine. Le seul truc qui était compliqué et qui est resté longtemps, c'est que j'ai développé une angoisse de la mort subite du nourrisson, qui était très présente chez moi. Et du coup, je l'ai un peu transmis à mon mari, qui est de nature anxieuse. Donc, à nous deux, on avait peur de ça. Donc, je l'ai exprimé assez vite à la crèche, qui m'ont rassuré en disant, vous savez, dans un milieu crèche, le principe d'une crèche, c'est que les enfants dorment dans une même pièce. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de stimulation, même pendant le sommeil. Donc, en général, c'est plutôt rassurant. Les chiffres montrent que dans ces contextes-là, il y a moins de risques comme ça. Après, bien sûr, ils ne peuvent pas m'assurer que mon enfant va être bien... bonne santé toute sa vie, mais c'est dans le sens où j'avais besoin, je pense, d'entendre ça, qu'il fallait que je me détende. Mais le seul truc, c'est qu'une des personnes encadrantes a vécu ce drame-là, en fait, au moment où Paul a commencé la crèche, vraiment. Donc ça m'a remis un peu dans cette musique-là. Donc j'ai mis du temps à me détacher de ça. On va dire que c'est vraiment ça qui marque les premiers mois de Paul, la peur qui meurt subitement. Un truc qui est resté longtemps, ouais. Donc on l'a gardé jusqu'à 9 mois dans la chambre, et puis après, il a été dans sa chambre. Mais avec des difficultés de sommeil qui sont encore là aujourd'hui, donc des fois je me demande si c'est pas cette vieille histoire qui traîne. Ouais. Parentalité, c'est tellement complexe. Ouais, et puis on passe son temps à se culpabiliser, à se demander si nos propres angoisses, on les a pas transmises à un point où aujourd'hui il y a des traces, des séquelles, on met le mot qu'on veut, mais donc bon, en tout cas il est qui il est, moi je suis qui je suis, son père aussi, mais ouais, il a pas mal d'anxiété, voilà, je pense que j'avais tellement peur de le perdre que ça s'est développé à ce moment-là sur cette crainte-là qui était la plus plausible à mes yeux, et que je voulais éviter, quoi. Malheureusement, et je pense que c'est une façon aussi de l'instinct de survie aussi de beaucoup de mères. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui pourrait arriver. Je pense que parfois, comme tu dis, là, toi, c'était la mort subite du nourrisson. D'autres femmes, ça va être autre chose. Ces pensées-là, je trouve plus le mot du coup, mais ces pensées qui viennent et qui nous envahissent et qui restent longtemps, c'est malheureusement commun, en fait. On le sait pas, on n'en parle pas entre nous. Cette peur de taper l'enfant, qu'il tombe par terre, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en fait, parfois, ce qui aide aussi, c'est d'en parler, de dire ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué aussi à vivre. Merci à toi de partager ça, de cette vulnérabilité. Du coup, Paul est devenu grand frère. Tout à fait. Ouais, sans transition. Oui, alors, du fait de son caractère sensible, angoissé,
Et du coup, très en demande et aussi jour et nuit, avec un sommeil très, très compliqué, un peu encore compliqué aujourd'hui. On était très épuisés, on avait du mal à se projeter avec un nourrisson en se disant si on revit les nuits d'un nourrisson en plus d'un enfant qui à ce moment-là avait 4-5 ans, qui ne dort pas encore très bien, il faut endormir le soir, qui se réveille des fois la nuit avec des terreurs nocturnes, on ne se projetait pas. J'avais très envie d'avoir un autre enfant, je ne voulais pas qu'il soit enfant unique, Tom non plus, mais on se disait mais on ne va jamais y arriver, et là on ne se sent pas prêt. Puis à un moment donné, on s'est senti prêt, on s'est dit il faut quand même se décider, c'est peut-être ça aussi qui l'aidera lui aussi. Et puis on ne peut pas tout caler sur lui et se dire qu'on s'empêche d'avoir un autre enfant, et puis c'est la vie, quoi. Donc on a commencé à avoir ce projet de deuxième enfant qui a mis plus de temps qu'on ne le pensait, parce que comme la première fois, à peine on en avait parlé, il était déjà dans le creux de mon ventre que je me projetais dans la même histoire. Donc j'avais pas mal d'amis qui avaient des difficultés à avoir des enfants à ce moment-là. Et je m'en voulais un peu parce que moi-même, je me mettais dans une angoisse que ça ne fonctionne pas, alors que c'était juste l'histoire de quelques cycles où tu attends, il ne se passe rien. Bon, ça a duré un peu plus d'1 an, mais ça reste raisonnable par rapport à d'autres histoires. Et Solal est quand même arrivé, en tout cas au début avec beaucoup de bonheur, de se dire « Ah, enfin, ça fonctionne ». Donc, chouette. On a attendu un peu pour l'annoncer à Paul, puisqu'on se dit que ça allait être long pour lui. Et donc, on fait la fameuse première échographie. Tout se passe bien, donc on se dit ok, là on peut le dire à plus de personnes, on peut en parler à Paul, on peut lui montrer l'échographie pour que ce soit plus concret pour lui, même si c'est pas toujours évident. Il avait 5 ans à peine, donc voilà. Et donc après, moi j'avais le souvenir que pour Paul on faisait le tritest, là, le test de trisomie, mais ça avait été vraiment pour moi quelque chose de comment dire c'est anodin, tu dirais. Voilà, parce qu'on nous fait faire ça comme on nous fait faire autre chose, des prises de sang et compagnie. Et comme je te disais, ma première grossesse, hyper sereine. J'ai pas de souvenir de ces prises de sang, de ces trucs, parce que pour moi, c'était la routine, quoi. Enfin, ok, il faut le faire, on le fait. Donc là, je fais ce test, puis je me dis, comme d'habitude, comme la dernière fois, je vais l'avoir au bout de 3 semaines, le résultat, et puis voilà, tout va bien. Je me pose aucune question, quoi, vraiment. Je repars sur le même mood, quoi. Une grossesse sereine, contente d'être enceinte, hâte de le rencontrer, 2 enfants, super. Puis une grossesse qui passe plus vite, évidemment, parce qu'avec un autre enfant, avec le boulot, avec le quotidien. Et en fait, au bout de quelques jours, après avoir fait ce tritest, j'ai un appel de mon médecin généraliste qui me dit je vais vous voir ce soir tout de suite. D'accord. Oui, le résultat du test de trisomie est vraiment pas bon. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Donc là, tout s'écroule parce que je me vois très bien l'endroit où je me trouve à ce moment-là, quoi. Je l'ai encore. D'ailleurs, c'est un des endroits dans mon lieu de travail, donc mes collègues qui sont tout près, qui me consolent, parce que là, je me dis, vu comment elle m'annonce ça, elle est médecin avec les années qu'elle a d'études, si elle me dit ça, c'est qu'elle est sûre de ce qu'elle a à dire, quoi. Donc, ok. Et puis, quand on n'est pas concerné par ces résultats, on va dire, mauvais, avec des guillemets, on n'est pas au courant de ce que ça implique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est certain qu'il y a un truc qui ne va pas ? Ou est-ce que c'est des statistiques ? Moi, je n'avais pas du tout pris connaissance de ça avant. Et en fait, elle me reçoit dans son cabinet et elle m'explique que le taux, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, mais la probabilité qu'on ait un enfant porteur d'une trisomie est de 1 sur 14. Sachant qu'en général, on est plutôt à 1 sur 100 000, je crois, ou c'est des chiffres comme ça. Pour Paul, ça devait être ça, hein, mais je n'ai même pas retenu, c'était pas nécessaire. Donc d'accord, ok, je lui dis, mais qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça veut dire que c'est quasiment sûr que là, on porte un enfant avec un handicap ? Elle me dit que c'est quand même, ça sent quand même pas bon, que des résultats comme ça prouve quand même des choses, d'accord ? Mais elle m'explique que ça reste des statistiques basées sur mon âge, donc j'avais presque 35 ans, des taux hormonaux, etc. Et moi, à ce moment-là, je retiens juste le résultat et sa tête à elle qui me fait quand même comprendre qu'elle pense que c'est mal engagé. Et elle termine en me disant, vous savez, ça arrive rarement 2 fois de suite. Donc sous-entendu, la prochaine grossesse, ça ira. Elle était déjà dans l'après, quoi. Moi, j'étais pas en train de me dire ça. C'est une phrase dure, hein, quand même. Très dure, et puis du coup, ça me donnait l'impression que... Alors, parce que elle m'avait questionné quand même avant sur le choix qu'on a envisagé, même si c'était très précoce d'en parler, mais
Est-ce qu'on s'était déjà interrogé si jamais il y avait un handicap de garder ou non notre enfant et tout. Donc à ce moment-là, nous, c'est vrai que c'est un sujet de conversation qu'on avait déjà abordé, mais on aborde des choses quand on n'est pas concerné. Et puis quand le jour où on porte un enfant dans son ventre et qu'on a cette probabilité-là, je trouve que c'est autre chose qui se passe quand même. De dire que je sentais déjà bouger, que mon ventre avait déjà grossi, que les gens étaient déjà au courant et que moi, j'étais déjà dans ma maternité et dans mon après, c'était compliqué. Donc je rentre à la maison, donc je t'épargne les détails organisationnels avec mon fils qu'il a fallu mettre en place pour pas qu'il ressente tout ça. Il a fallu récupérer à l'école et tout. Ma mère était dans les parages pour m'aider et dans la combine. Et mon mari rentre du travail, je l'avais pas appelé pour ça parce qu'il fallait qu'il termine sa journée tranquille et qu'on en parle après. Et donc lui aussi, il tombe des nues. Dans notre couple, c'est plutôt moi l'optimiste et lui le pessimiste. Là, c'est les choses qui s'inversent tout de suite. Je lui dis que là, je sens que ça va plutôt vers le négatif. Et lui, il dit non, moi, j'y crois, ça va aller. Et en fait, le médecin m'avait dit, la première chose à faire, c'est un DPNI, un diagnostic prénatal précoce. Je crois que c'est ça l'intitulé, non invasif, quoi, voilà. Et en fait, ça implique de faire une prise de sang qui est un peu plus poussée, qui va être analysée plus longtemps et un retour en général tous 10-15 jours. Enfin, 10 jours normalement. Donc, ça, elle me propose d'aller faire le lendemain matin au laboratoire le plus proche. Et donc, je lui explique ça, que ça implique ça à Tom. Elle me dit, bah voilà, moi, j'y crois à fond, ça va aller et tout. Donc, le lendemain matin, je vais faire la queue au laboratoire le plus proche pour faire ce test-là, enfin cette prise de sang-là. Et là, encore une fois, deuxième expérience avec des soignants pas du tout dans une prise en charge adaptée. Je me retrouve, c'est même pas des soignants, je pense, je me retrouve face aux secrétaires du laboratoire, qui sont 2, et qui se permettent de faire des analyses de situation. Alors qu'il y a tout le monde qui fait la queue derrière moi aussi. Hein. Donc là, au niveau de l'intimité, c'était nul. Franchement, j'en ris aujourd'hui, donc je vais dire, on aurait dit Catherine et Liliane, quoi. Elles se sont lancées dans un débat. Mais t'as déjà vu ça? Mais un résultat aussi bas? Et puis c'est quand même bizarre, au bout de 2 jours. Ah non, il doit y avoir une erreur. Donc moi, en un instant, je me dis... espoir que ça soit un résultat qui sort de nulle part et qui soit pas du tout le mien ou pas du tout bon. Et dans ces cas-là, ok, on annule tout et tout va bien. Donc je les regarde, je leur dis mais comment ça? Ah bah quand même. Bon, bref, elles renchérissent sur ce sujet. Et je leur dis bah, comment je peux être certaine que c'est mon résultat, que c'est bien un résultat qui correspond à mon analyse? Parce qu'à vous entendre, il y a peu de chance. Bah, on peut vous donner le numéro du laborantin qui a fait l'analyse. Ok. Bon, faites quand même votre prise de sang, mais appelez derrière. Ok. Donc là, je suis prise en charge par une super infirmière qui s'imagine dans quel état je me trouve parce qu'elle sait très bien pourquoi elle fait le test. Elle me dit, je vous rassure tout de suite, ça arrive beaucoup à votre âge que ça revienne avec ce genre de résultat. En général, ça se finit bien. Voilà, on va le faire. De toute façon, attendez des 10 jours et essayez de vous dire que ça va aller et tout. Bon. Et bien sûr, c'est comme on dit à quelqu'un ça va aller, on n'en sait rien, mais au moins, ces mots-là étaient un peu plus réalistes, parce qu'elle était dans la réalité du résultat, tout en me disant, voilà, on attend pour pouvoir s'inquiéter ou pas. J'appelle le laboratoire et pour avoir le laborantin, ou en tout cas savoir si bel et bien ça correspond à mon dossier. Ah oui, bien sûr, c'est juste qu'on avait plus de temps en ce moment, donc on a pu faire plus rapidement votre analyse, mais... c'est bien vos résultats. Donc, du coup, Catherine et Liliane s'étaient emballées. Ce qui fait que moi, mon ascenseur émotionnel était bien en berne. Et c'est les 15 jours les pires que j'ai pu vivre, je pense, dans ma vie. Il a fallu attendre, faire la parade auprès des gens, soit pas dire que j'étais enceinte, soit ne pas tourner autour du pot. Et c'est pas trop mon genre, je suis plutôt entière et j'ai du mal à cacher les choses, donc j'avais tendance à un peu en parler. Mais bon, fallait aussi que je me maîtrise parce que je voulais pas pleurer avec tout le monde tous les 4 matins. J'avais besoin aussi de maîtriser ça, donc c'était pas évident. Pas trop la pêche, pas trop j'avais vraiment peur de l'après. Je me projetais déjà dans une IMG. Oui. Parce que pour le coup, notre décision, elle était de faire une IMG. Et puis Paul, lui, il était déjà je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, quoi. Donc c'était pas évident. Et en fait, il se trouve que je fais partie des gens pour qui le résultat arrivait 15 jours après, au lieu de 10 jours, évidemment. Donc j'ai attendu 5 jours de plus, 5 jours très longs.
Et j'ai su vraiment le vendredi à 17h30. Il fallait que j'ai quelqu'un au téléphone ou en physique. Parce que j'ai reçu le texto comme quoi mes résultats étaient disponibles, mais je ne pouvais pas les consulter. C'est normalisé. Il faut que ça soit un professionnel qui transmette les résultats. Et là, c'était rassurant. Donc, c'était rassurant. A priori, il n'y avait pas de traces de trisomie. Mais a priori, des résultats comme ça peuvent avoir un impact sur la croissance du bébé. La bonne croissance du bébé pendant la grossesse. Donc, il fallait qu'on fasse une échographie par mois. Ok. Donc là, j'ai été régulièrement vue à la Sagesse, parce que c'est là-bas qu'on avait décidé d'avoir un projet. Donc, au début, on a été vus au service anténatal, parce que c'est ça, je reviens un peu en arrière, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que donc, suite au médecin généraliste qui me suit et qui me dit, voilà, ça sent pas bon, le lendemain, j'ai aussi le cabinet de sage-femme qui me voit pour les échographies, parce que j'avais un cabinet en libéral pour les échographies, pas loin de mon travail. Et en fait, eux aussi, ils avaient reçu ces résultats, parce que c'est eux qui avaient fait l'ordonnance. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que vous voulez une échographie de réassurance ? Et ça, j'ai trouvé ça super. Et moins d'une semaine après, mon mari et moi, on a pu aller faire une échographie pour vérifier qu'on n'avait rien vu au niveau de la carte nucale, on voit toujours rien. Donc, c'est plutôt bon. Tout va bien partout, ses organes sont à leur place, ils bougent bien, etc. Donc c'était pour aussi me reconnecter avec mon bébé, parce que direct, je me suis mis en protection. Ça n'enlevait pas les sentiments que j'avais pour lui, mais je crois que mon cerveau avait besoin de bloquer, de me dire, ok, on met en pause là. Donc j'ai vu aussi la différence sur ma prise de poids, sur tout ça par rapport... Alors en fait, chaque grossesse est différente, mais j'ai nettement moins pris de poids que pour Paul, et mon ventre aussi a grossi moins vite, et j'ai vu que psychologiquement ça avait un impact, et je m'en voulais un peu d'ailleurs, hein, mais bon, il fallait que je me mette en protection à ce moment-là. Et donc elle nous a beaucoup rassurés. Par contre, elle m'a dit que quand on avait des résultats comme ça, on rentrait direct en protocole de suivi plus poussé, et il fallait passer par le service anténatal de la Sagesse, où là on faisait des échos plus longs, morpho et compagnie. Donc, peu importe le résultat, il fallait qu'on passe par cette case-là. Donc, quand on a commencé à être vu là-bas, on avait déjà eu la réponse comme quoi le DPNI était plutôt optimiste. Et donc, en fait, l'échographe qui m'a vu là-bas, pareil, elle a été rassurante. Elle a dit, je vois pas l'intérêt de vous revoir. Vous pouvez être suivi dans votre cabinet pour le reste des mois. Et donc, on a tous les mois été voir notre sage-femme échographe après normalement. Et surtout, le truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dès le départ, là, ce qui était prévu, c'était qu'on soit suivi à parenthèse. Oui. Donc, quand on est sorti en maison de naissance à Rennes, et donc quand on est sorti de notre première échographie, avant d'avoir fait le tri-test, j'ai suivi le conseil qu'on m'avait donné, j'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai appelé pour dire, voilà, j'ai ma T1, elle est bonne, je vais m'inscrire à parenthèse, comment je dois faire ? Et ainsi de suite. Donc, on a eu notre premier entretien de couple, etc., qui donnait finalement juste après les résultats du DPNI rassurants. Donc, on a tout expliqué. Et moi, j'avais trop peur qu'on me dise, compte tenu de votre début d'histoire, on ne peut pas vous suivre. Et là, ça aurait été la double peine de me dire, non seulement je commence avec un résultat pas terrible, mais en plus, je ne peux plus accoucher là-bas. Mince. Et non, ce n'était pas du tout un problème. À partir du moment où le bébé n'avait pas de problématique, même si j'avais été suivie en anténatal à la Sagesse toute la grossesse, ça n'était pas un problème pour suivre un accouchement là-bas. Donc, ça a été ma réconciliation après, derrière, de me dire, voilà, je peux suivre au moins la préparation à l'accouchement que j'ai envie d'avoir, qu'on a envie d'avoir. Derrière, on ne sait jamais ce qui se passe le jour J, mais au moins, ça a été hyper enveloppant et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, derrière, le suivi, ça a été échographie tous les mois et prépa à l'accouchement. Et puis, on a réussi à aller jusqu'au bout à parenthèse. Et pourtant, j'ai eu peur jusqu'au bout parce que comme au début, on nous a dit Solal... non, c'était pas encore Solal, mais votre bébé a des potentialités de ne pas grandir correctement du fait des résultats que vous avez eus. Mais finalement, après, c'était l'inverse. Les chiffres percentiles étaient énormes. Il avait un grand fémur et compagnie. Donc, on va peut-être faire un test de diabète. Ah non, mais vous rigolez, là. Donc, on a fait un test de diabète qui, n'était pas positif, parce que sinon, ça m'aurait fait sortir à 3 semaines du terme de parenthèse. Ah oui. Un peu les boules aussi. Ouais. Donc, non, finalement, ça, c'était bon aussi.
Et la dernière petite épreuve, alors c'est pas une épreuve au sens difficulté, mais le dernier truc qui aurait pu encore nous sortir de parenthèse, c'est que j'ai eu une fissure de la poche des os et qu'il y avait une infection qui est ressortie. Et en fait, j'avais une énorme rhinite allergique à ce moment-là, mais du coup, le problème de ces prises de sang-là, c'est qu'elles viennent pas chercher d'où vient l'infection. Donc, c'est une infection. Donc, perfusion. Rentre chez vous, et puis allez chercher un tire-lait, et revenez, puis on va déclencher ça avec un tire-lait. Et ça a super bien marché. Et ça, j'étais trop contente, parce que sinon, à 19h, il fallait que je sois déclenchée d'un point de vue chimique. Et là, c'était pas la même chose. Il aurait fallu être transféré en filière classique. Ah oui. Donc le tire-lait, mon ami, il a fonctionné du feu de Dieu. Donc pendant 2 heures, j'ai tiré mon lait. Il y avait une récurrence de faire une pause. Je ne sais plus, c'était 5 minutes de tire-lait, une pause, enfin bref. Donc ça a très bien marché. Et là, j'ai rencontré les vrais paliers d'une naissance physiologique. Sacré truc, mais contente de l'avoir vécu, vraiment. Et Solal, je crois en ça. Il y a une petite revanche sur son début d'histoire. Il a voulu certainement dire « Non, mais moi, les gars, j'assure grave. » Et il est sorti en boulet de canon. Voilà. C'est-à-dire que tout se passe entre le début dans le déclenchement des contractions avec le tire-lait tranquillement à partir de 17h, le 5 avril, pardon. Et en fait, à 23h30, je dirais, j'ai l'impression quand même que... déjà, j'étais vraiment dans la phase de désespérance, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se joue là. Et j'ai un réflexe un peu, comme on dit, animal. Là, je me dis, il faut que je me mette à genoux. Je sais pas pourquoi, mais là, il faut que je me mette à genoux. J'ai l'impression qu'il peut se passer un truc. Et effectivement, 3 secondes après, j'ai eu vraiment ce cri animal que j'ai pas du tout contrôlé. Et il est sorti en 2 poussées, je pense en 30 secondes, ouais, un truc comme ça. Il est né à 23h50, donc il s'est passé, peut-être 10-15 minutes, le temps que je réagisse, je me mette à genoux et tout. Et donc les filles sont arrivées, les sages-femmes, mais elles n'ont pas eu le temps de mettre les gants parce que Tom s'apprêtait à le réceptionner. Il savait que là, c'était plus une question de secondes. Ah oui. Donc voilà, donc lui, il est né tac-tac, quoi. Et tant et si bien que moi, ça m'a limite traumatisée. J'ai dit aux filles, alors attendez, là, je respire, ça fait plusieurs heures que je gère mes contractions, que je suis quand même... c'est épuisant. En plus, je les gérais que debout parce que je ne supportais aucune autre position, donc j'avais mes jambes en compote. Je ne me suis pas assise ou allongée quasiment de tout le travail. Donc là, je ne pouvais pas l'accueillir. Donc quelque part, à ce moment-là, quand il est né de cette façon-là, et j'ai senti qu'il allait bien, que j'entendais pleurer, crier, tout ce qu'on veut, que Tom était dans l'émotion et il l'accueille et tout. Je me suis dit, c'est bien des gens qui s'occupent de ça, c'est super. Et moi, ça m'a réconciliée avec tout de suite la naissance de Paul. Je me suis dit, il y a quelques années de ça, quand lui il est né, je l'ai accueilli avec de l'émotion, j'ai pris le temps de le regarder et tout. Et ça, je l'aurais pas eu avec Solal tout de suite, parce que je pouvais pas, en fait. J'étais trop épuisée, j'étais en train d'apprécier les quelques secondes de répit qui s'offraient à moi juste après, avant de faire la délivrance du placenta. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et de me dire que derrière, j'avais des gens qui étaient là pour nous aider, pour nous accompagner dans cette arrivée-là, et que j'avais pas besoin de me préoccuper de ça, qu'il allait bien. Je savais qu'il allait bien. Et aussi, ce qui m'a surpris après coup, c'est qu'à aucun moment pendant la naissance, j'ai repensé à ce DPNI. À aucun moment, je me suis dit, il y a peut-être un risque que finalement, ils n'aient pas vu un truc et qu'ils naissent avec un handicap. Tom, oui, il m'a avoué derrière que c'est aussi pour ça qu'il était vachement dans l'émotion quand il est sorti. C'est qu'il a vu qu'il allait bien, qu'il avait a priori pas de problématique de handicap. Et il s'est dit, ok, c'est bon, c'est derrière nous. Ouais. Alors que moi, j'y ai pas du tout pensé. C'est après, quelques heures après, en revoyant, je me dis, ah bah oui, c'est vrai que tu as commencé comme ça ton histoire. Enfin, j'étais vraiment dans autre chose. Mon cerveau, il s'était mis en mode, c'est ton accouchement, là, il faut que tu te mettes dans ta bulle. Et ce qui a très bien fonctionné. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Je crois que cela a été aussi une naissance réparatrice pour l'histoire de Paul. Ok. Qu'il arrive avec un autre tempérament, un gros fonceur. Son prénom, ça veut dire celui qui ferait son chemin. On n'a pas du tout choisi ce prénom pour son sens même, c'est juste pour sa sonorité, mais ça a beaucoup de sens, énormément. Son tempérament, sa naissance, tout quoi, qui il est. Du coup, c'est assez drôle. Donc voilà, 2 histoires complètement différentes. Ce que je retiens en petite parenthèse, c'est que Tom, beaucoup plus impliqué dans la naissance, et ça lui a fait vachement de bien. Hyper serein au moment de
mon travail, on va dire. Il savait que tout ça arrivait normalement, que s'il me voyait un peu déformé du visage, gérant des douleurs et tout, c'était tout à fait normal. Alors que pour Paul, il a presque fallu que je le convainque d'assister à l'accouchement. Il avait peur de voir du sang et tout. Donc, vraiment un gros travail qu'il a fait aussi. Donc, pour nous deux, ça nous a fait vachement grandir ces 2 expériences. Et derrière, lui, il était fou amoureux de la profession de sage-femme, quoi. Il voulait regarder des documentaires tout le temps. Et c'est vrai que, moi, parenthèse, je suis trop triste de me dire que, a priori, notre projet, c'est de s'arrêter à 2 enfants. Et je suis trop triste des fois de me dire je n'y mettrai plus les pieds, j'aurai plus de bébé dans mon ventre, je ne vais plus accoucher là-bas. Même lui, il a trop aimé, quoi. D'être en chaussettes, en train de se promener dans les couloirs pour aller chercher un verre d'eau, entre 2 contractions en courant, parce que... Il fallait qu'il revienne vite. Fallait bien que j'écrase les épaules de quelqu'un. Bien sûr, il faut bien quelqu'un. C'est ça. Donc, ça m'a... Enfin, je dis beaucoup moi, parce qu'effectivement, c'est dans mon corps que ça se passe avant tout, mais ça nous a vraiment fait du bien, cette 2e expérience qui a pu se passer là-bas. J'étais trop contente que ça puisse se faire là-bas. Bon, après, il a fallu qu'on laisse vite la chambre parce qu'une autre maman arrivait et que je me suis dit, j'ai eu la chance de faire comme je voulais, là. Je laisse mon tour. Donc, on s'est retrouvés en filière classique. Et là, c'était un peu pénible parce que, à la base, on voulait faire un retour rapide à la maison. C'est ce qu'on a pu faire, mais on a dû un peu faire des pieds et des mains parce qu'on était rentré en filière classique. Et là, il a fallu une dérogation de la pédiatre. Ok. Donc, j'ai un peu râlé en me disant, écoutez, là, c'est notre 2e enfant, il va bien. On était chez parenthèse, on ne devait pas du tout avoir affaire à vous. Si on est là, c'est parce qu'on a laissé la place pour que notre maman vienne accoucher, parce qu'on avait déjà, l'autre chambre était déjà occupée, donc il fallait... Si moi je disais non, je veux rester en séjour jusqu'au demain matin ici, elle n'avait pas la possibilité d'accéder aux chambres de parenthèse, et je n'avais pas envie de ça, quoi. Je voulais laisser ma place à quelqu'un. Donc on est rentré, il est né à 23h50 le 5 avril, et à 18h le 6 avril, on était chez nous, et j'étais trop contente. Oh, génial, génial. Je vais vivre les nuits de Java, les nuits qui ne sont pas des nuits chez moi, avec dans mon lit, cododo ou pas, c'est notre problème. Que notre petit garçon de 5 ans et demi, il allait vite nous retrouver aussi, parce que pour lui, c'était plein de questions. J'étais trop contente, franchement. Je me suis beaucoup plus reposée. J'ai eu un postpartum vraiment beaucoup plus simple après Solal. Je savais ce que c'était d'avoir un enfant, l'allaitement, j'avais connu, d'accord, mais aussi d'être à la maison, en fait. Oui. D'être à la maison et de ne pas avoir tout... comme pas mal de gens, je crois, parce que je me rends compte de ça, j'ai un peu la phobie des hôpitaux. Vraiment, je me sens pas bien, parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs que j'ai une maman qui a une maladie, et j'y ai passé beaucoup de temps pour des mauvais souvenirs. Et du coup, trop contente d'être chez moi, en fait. Oui. De me dire, la sage-femme va venir me voir à la maison, on va faire à notre rythme, si on a le moment d'inquiétude, on y retourne, faire un tour en contrôle, mais tout va bien sinon. Voilà, c'était un bon compromis, sachant qu'on s'était vaguement poser la question d'un accouchement à domicile au début pour Solal, et après on a eu des petites craintes pour 2-3 trucs, on s'est dit non, peut-être parenthèse, c'est l'idéal. Donc là, au moins, c'était le bon compromis. On était vite quand même dans notre bulle chez nous, un endroit qui nous ressemblait, un environnement qui nous rassurait. Ok. Et manger des choses bonnes. C'est important de bien manger. Ouais, parce que bon... L'hôpital, c'est pas là où tu manges le mieux. Voilà, je pense qu'il y a des progrès à faire là-dessus. Ils y peuvent pas grand-chose, mais c'est pas encore ça. C'est vrai que c'est pas très bon. Surtout quand on mange pas de viande. Ouais. On a le droit que à des pâtes et du gluten, et comme ça, en postpartum, c'est nickel. Nickel. Pour évacuer derrière, c'est génial. Joanne, toi, tu me disais justement qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais accouchements. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? En fait, c'est que mon histoire, moi, de maman, m'a amenée à cette conclusion parce que finalement, j'avais des regrets quant à la naissance de Paul. Et comme je le disais tout à l'heure, quand Solal est arrivé, j'ai pas vraiment eu l'émotion que j'aurais imaginé avoir, parce que j'avais trouvé ça tellement dingue la première fois. Je m'étais dit, j'ai hâte de revivre ça. Ça a été dingue aussi, parce que la traversée a été différente, le voyage, comme on dit souvent. Mais j'ai un souvenir que j'aimerais trop qu'on puisse me renvoyer régulièrement, pas forcément en vidéo, mais des sensations de quand je l'ai rencontré, ce premier enfant. Quand enfin, je me suis dit, si je suis maman de cet enfant, c'est lui, ça sera lui que je vais voir grandir, que je vais aider à grandir, cette bouille que je découvrais et tout. Là, pour Solal, déjà, j'étais dans l'obscurité, parce que comme dans beaucoup de cas, lorsqu'on accouche en maison de naissance ou qu'on a des souhaits dans un projet de naissance qu'on a pris le soin d'écrire avant,
il y a beaucoup cette idée pour être bien dans sa bulle, d'avoir une lumière tamisée, etc. Donc j'étais quasiment dans le noir. Donc déjà, ça aussi, ça m'a fait découvrir différemment ce bébé. Donc en fait, aussi, ça m'a réconciliée avec le premier accouchement de Paul, de me dire, Solal, je l'ai moins accueilli peut-être, mais c'est pas grave en fait. Mais du coup, l'émotion que j'avais pour Paul était différente et c'est cool parce que je tire des choses positives des 2 accouchements, mais pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est pour ça que je dirais que malgré tout, finalement, c'était bien que ça soit comme ça la première fois et autrement la deuxième. Et voilà, la boucle est bouclée. Je crois que maintenant, je me suis vraiment réconciliée avec ça. Alors qu'avant d'avoir Solal, c'était compliqué des fois de me dire « Ah mince, alors, vraiment, ça me chiffonne. » Et d'ailleurs, j'ai senti très longtemps dans le dos mon point de péridurale. Et j'ai une amie qui est naturopathe et coucou Linda, et qui fait des shiatsu qui m'avait vraiment aidée pour le faire partir. Parce que c'était comme si c'était pour me rappeler, oui, il est là. Il est là, ce truc qui passe pas. Donc voilà, c'était surtout pour ça que je le disais. Oui. Merci à toi. On arrive vers la fin de cet enregistrement. Comme toujours, je pose la question de quels sont les messages pépites. Donc, c'est des messages plutôt joyeux que tu as peut-être par rapport à ta parentalité, les grossesses que tu as eues, et les messages un peu coup de gueule. Eh ben, en fait, je vais pas forcément amener quelque chose de nouveau que ce que j'ai déjà dit, mais je vais le formuler un peu différemment. Je dirais que la raison pour laquelle je témoigne aujourd'hui, c'est pour laisser un peu une trace à mes enfants, pour moi me faire du bien aussi et poser des choses. Parce que, comme tout gros événement de ma vie, ça a été un peu une traversée. Il y a eu des moments compliqués. Mais surtout, ce qui m'en reste, c'est que peu importe comment ça s'est passé, en fait, la grossesse, l'accouchement, etc., c'est le début d'histoire de quelqu'un, en fait. Donc, un morceau de ma vie à moi, mais surtout le début d'histoire d'un de mes enfants. Et c'est important d'être en paix avec ça, de trouver une solution pour l'être, en tout cas. Et je crois que l'un comme l'autre, maintenant, pour moi, ça va. C'est OK. Et ce que j'en garde aussi, je dirais que ça, c'est peut-être le truc qui pourrait rentrer dans ta partie pépite, ou en tout cas positif. C'est que je le disais à des amis qui ont été aussi chez Parenthèse derrière, c'est que même si j'avais pas accouché là-bas, tout le suivi que j'ai pu avoir là-bas déjà, ça a été tellement un cadeau. Enfin, j'étais trop contente de me dire mon suivi c'est là-bas, je me sentais à la maison et c'est ce qu'elles veulent développer, les sages-femmes, elles y arrivent très bien, mais j'adorais en fait y aller et me dire c'est pas grave si c'est pas la même sage-femme que la dernière fois qui me voit en consulte, je m'en fiche en fait, je suis là-bas, elles sont toutes hyper chouettes. Et je me disais à la fin, tant pis. Si le jour J, pour X raison, je suis transférée, j'aurai un regret, évidemment. Mais déjà, d'avoir eu ce suivi là-bas, moi, ça m'a vachement apaisée. J'étais dans un autre mood. En plus, vu le démarrage avec le DPNI, j'étais partie sur une grossesse quand même où j'avais hâte qu'il naisse. Ça, c'était quand même resté en moi. Hâte qu'il naisse pour me dire, cette dernière à nous, il va bien. Mais du coup, ce suivi-là m'a vraiment aidée à aller bien aussi. Donc, j'ai envie de dire, faut vraiment choisir aussi les soignants ou les personnes qui nous ressemblent autour de nous, par exemple même une doula, une sage-femme, parce que c'est une période de notre vie qui va quand même laisser des traces, quelles qu'elles soient, et qu'il ne faut pas avoir de regrets ou de remords, mais surtout, il faut surtout se réconcilier avec quoi qu'il en soit, avec l'histoire qu'il y aura eu avec cette naissance et cette grossesse. Donc voilà, bon, je ne vais pas faire une politique pro accouchement physio ou quoi, ça n'a pas de sens parce que ça dépend des pathologies qu'on a aussi. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir vécu ces 2 expériences différentes pour pouvoir aussi me rendre compte que je suis capable de faire ce que j'ai fait, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a rassurée avec qui j'étais. J'avais du travail à faire là-dessus et ça peut passer par ça aussi. Mais je suis aussi contente d'avoir rencontré Paul en étant apaisée, plus apaisée. Merci beaucoup. Comment tu te sens, Joanne ? Très bien. Toujours la crainte de me dire « Ah, j'aurais voulu dire ça ». Mais je pense que c'est tout le monde. Et puis, je pense que j'ai hâte d'entendre tout ça. Et puis, je ne sais pas si je le partagerai autour de moi. Je pense que je laisserai des gens inconnus découvrir ça. Je suis un peu pudique de me dire « Hey, les gars, j'ai fait un podcast, écoutez-le ». C'est pas du tout ça. Mais je suis contente de l'avoir fait.
je sais pas, je sais que j'ai hâte de le faire écouter à certaines personnes, mais je pense pas que je vais le crier sur tous les toits. Mais je suis contente qu'il existe pour d'autres qui auront envie d'écouter un témoignage en plus, parce que je suis contente d'écouter celui des autres. Voilà. Merci Joël. En tout cas, Merci c'était à toi. très, très émouvant de t'écouter, très émouvant d'entendre pour la deuxième fois me parler de comment ça s'est passé les accouchements. Je pense ça permet aussi de se dire, comme tu disais, qu'il n'y a pas de mauvais, pas de bon accouchement, pardon, et que se dire que voilà, c'est la vie, elle amène pas mal de choses. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas comment vont rentrer les soignants, les soignantes. Et merci pour ce partage, vraiment. Que tu partages ou non, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci d'être venu. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je t'ai accueilli aujourd'hui. Merci à toi, j'étais ravie de faire cet échange et je crois que j'étais avec les bonnes personnes pour le faire. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.